Sans plus tarder, docteur Nechipuruk, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Étienne. Merci beaucoup à vous tous et toutes d'être présentes cet après-midi avec nous. Il me ferait plaisir de revoir les manifestations cutanées et le traitement des manifestations cutanées pour la sclérodermie systémique, une maladie à laquelle je tiens énormément. En fait, quand j'ai commencé ma pratique à l'Université McGill, je voulais faire de la recherche et c'était très rapide que j'ai décidé de faire de la recherche en sclérodermie systémique et la sclérodermie localisée, puisque ce sont des maladies qui affectent énormément la qualité de vie et la santé en général des patients. Et il y a tellement plus d'avancées scientifiques que je me suis mis comme mission de travailler très fort pour découvrir la cause de ces conditions-là et aussi améliorer les traitements qu'on peut offrir à nos patients. Fait que je vais aussi, en plus de discuter des manifestations cutanées, étant donné que je suis dermatologue, je vais aussi vous montrer un petit peu rapidement quelques trouvailles de recherche que nous avons pu établir dans les dernières années. Donc, moi, je suis dermatologue et clinicienne chercheur à l'Université McGill et j'ai une clinique dédiée à la sclérodermie une à deux fois par mois. Je vois à peu près une centaine de patients avec la sclérodermie systémique par année et à peu près une centaine de patients avec la morphée ou la sclérodermie localisée que je suis aussi dans ma clinique qui s'appelle la clinique de fibrose cutanée. Donc, on va revoir un petit peu c'est quoi la sclérose systémique. On va focuser surtout sur les présentations dermatologiques, donc qui affectent la peau, et les options de traitement qui sont disponibles. Et je vais aussi vous mentionner qu'est-ce que moi je pense qui fonctionne le plus et comment gérer certains symptômes qui vous affectent. Et à la fin, on va aussi mentionner brièvement les facteurs environnementaux et occupationnels qui peuvent être liés avec la sclérodermie systémique, surtout les trouvailles de mes projets de recherche dans mon labo. Donc, la sclérose, en fait, en général, n'importe quelle maladie auto-immune, donc les maladies où est-ce que notre système immunitaire décide de nous attaquer nous-mêmes, euh, sont vraiment en augmentation de fréquence depuis les dernières 50 ans. Et cette augmentation, elle est vraiment bien au-delà de changements qui peuvent être simplement expliqués par une génétique qui évolue. Donc, on pense que vraiment, c'est les facteurs environnementaux qui sont déterminants pour le déclenchement de ces maladies auto-immunes. Et les maladies auto-immunes, ça peut affecter plusieurs organes, comme dans le contexte de sclérose systémique, ou un seul organe, comme dans le contexte de sclérodermie localisée ou la morphée, ou comme la maladie de la glande thyroïde, le Hashimoto, ça affecte un organe. Donc, il y en a tout plein de toutes sortes. Et n'importe quelle maladie auto-immune affecte surtout les femmes à cause des facteurs immunologiques, génétiques et hormonaux qui sont propres aux femmes. En fait, la peau, c'est l'organe le plus large au niveau du corps et la fonction de la peau, c'est de nous protéger contre l'environnement externe. Donc, il y a énormément de maladies auto-immunes qui vont affecter la peau, euh, plus que, euh, plus que 500 maladies qu'on peut nommer qui sont d'origine immunitaire au niveau de la peau. Et pour la plupart, on pense que c'est une interface entre la génétique et l'environnement. La génétique, il peut avoir une certaine prédisposition génétique à l'auto-immunité en général, mais c'est vraiment l'environnement qui va déclencher ces maladies auto-immunes chez quelqu'un qui est un peu plus à risque d'en développer. Donc, la sclérose systémique, c'est une maladie auto-immune, donc où est-ce que notre corps attaque notre peau et les autres organes de notre corps. Fibrosante, ça veut dire qui rend la peau rigide, cicatricielle en apparence. L'apparence typique de la sclérose systémique, ça peut varier entre 20 et 50 ans, mais ça peut arriver à n'importe quel âge. Chez les enfants, c'est plus rare, mais on peut la développer jusqu'à, en fait, n'importe quel âge de la vie. Les femmes sont vraiment atteintes, c'est à peu près 9 pour 1. Donc, pour un homme, il va y avoir 9 femmes qui sont affectées. Donc,
Certaines études disent que c'est 8 fois plus souvent. Les organes les plus fréquemment touchés avec la sclérose systémique, c'est surtout les organes qui ont vraiment cette interface avec l'environnement. Donc, la peau qui est pratiquement toujours affectée, le tube digestif, surtout la motilité au niveau de l'œsophage avec du reflux gastro-intestinal, parce que c'est aussi une interface entre l'environnement et l'intérieur de notre corps et les poumons qui sont essentiels et qui sont la cause de mortalité vraiment au niveau de la sclérose systémique avec la fibrose pulmonaire ou l'hypertension pulmonaire. C'est une maladie qui est rare, mais qui vraiment augmente en fréquence et je vais vous présenter à la fin les données d'épidémiologie que nous avons du Québec, que nous avons étudiées dans mon laboratoire. Si on fait la différence entre la sclérose systémique et la sclérose qu'on appelle localisée ou l'amorphée, au niveau de la sclérose systémique, on a les formes limitées et diffuses, comme vous le savez probablement. La différence entre les deux, pour limiter, il ne faut pas que ça atteigne au-delà des bras et des jambes. Donc, si la fibrose de la peau affecte les mains, les avant-bras, les pieds et les jambes jusqu'aux genoux, on va appeler ça limité. Et si ça affecte au-delà, donc si la peau traverse au-delà des genoux et au-delà des coudes, on appelle cette forme diffuse. Il y a aussi évidemment maintenant des anticorps qu'on peut tester dans le sang de nos patients pour aussi avoir une idée sur les risques qui sont associés avec cette maladie. Donc, la forme de sclérose systémique, c'est une maladie systémique, donc ça va affecter la peau et les organes internes. Comme vous voyez sur le graphique ici, on voit les poumons, l'œsophage, le cœur. En général, c'est plutôt rare que c'est affecté, mais c'est plus avec l'hypertension pulmonaire que ça peut être associé avec une insuffisance cardiaque. Et avec la forme diffuse, comme vous voyez sur le graphique à droite, on voit aussi les reins qu'on voit comme deux haricots illustrés sur l'image ici. L'amorphie, c'est une maladie qui est seulement au niveau de la peau. L'amorphie ne progresse pas vers la sclérose systémique, puis on va l'aborder plus en détail la semaine prochaine. Donc, la sclérose systémique, en général, ça se présente avec le Raynaud. Le Raynaud, c'est la décoloration des doigts et des orteils en réaction au froid, typiquement, euh, et avec un stress émotif aussi, mais surtout au niveau du froid. Souvent, c'est comme ça que ça va se présenter pour des mois ou des années avant que la fibrose apparaît. En général, ça va être symétrique et ça va commencer au niveau des mains et des pieds, surtout au niveau des mains des deux côtés en même temps. Si ça va être asymétrique, juste une main, ça serait très atypique et on va penser surtout à des facteurs environnementaux et occupationnels comme la vibration, par exemple, au travail. La fibrose des mains, c'est quelque chose qu'on voit dans la sclérose systémique, mais en général, à Morphée, les mains et les pieds sont épargnés. Évidemment, il y a des exceptions, mais en général, c'est épargné. Il y a aussi atteinte du visage au niveau de la sclérose systémique avec une réduction d'ouverture buccale qu'on appelle la microstomie et le nez qui devient un peu plus pointu et un anneau de fibrose qui se développe autour des yeux qui peut aussi induire une sécheresse oculaire. Et ça, ces trouvailles-là, en général, sont absentes avec la scléodermie localisée qui va plutôt faire des patchs. Donc, des spots localisés au niveau de la peau, mais des fois, ça peut être diffus dans les formes plus rares. La morphée, donc cette sclérodermie localisée, c'est vraiment une maladie de la peau sans atteinte systémique, alors que la sclérose systémique, comme on a mentionné, c'est une maladie qui peut affecter multiples organes, surtout les organes qui sont entre l'interface de l'environnement et le corps humain, donc la peau, les organes intestinaux et les poumons. Donc, les premières manifestations, ça va vraiment être les mains surtout qui vont être affectées. Donc, le syndrome de Raynaud. Ici, ce que je vous montre sur la photo à gauche, c'est ce qu'on appelle en anglais les puffy fingers ou cet édème, cette enflure au niveau des mains. Donc, avant qu'on voit une fibrose franche, donc la fibrose, c'est quand on essaie de pincer la peau au niveau des doigts, on n'arrive plus à le pincer parce qu'il y a un processus cicatriciel qui s'est développé qui empêche qu'on puisse pincer. On voit une disparition des rides au niveau des mains, alors que les rides, on en voit même à l'âge de 20, 30 ans, absolument normal au niveau des mains. Mais avant que ça apparaît dans la phase qui est plus inflammatoire, avant que ça soit fibrotique, on voit cette gonflure, cet édème au niveau des doigts. Donc, souvent, cette phase, on va appeler ça
pré-sclérodermie où c'est vraiment avant que la fibrose se développe. C'est une phase que maintenant, de plus en plus, on va avoir l'intérêt d'identifier nos patients à cette phase, puis entamer un traitement à cette phase-là pour prévenir les séquelles et les dommages qui s'en viennent. Mais ce qui est difficile au Canada en ce moment, c'est qu'on n'a aucun traitement qui est approuvé, qui est facile pour les médecins d'obtenir pour nos patients à cette phase-là. La plupart des médecins, on comprend que c'est probablement la phase qu'on devrait commencer à traiter, mais on n'est pas très outillé pour obtenir les médicaments qui sont souvent très dispendieux pour les patients à cette phase-là. Mais j'espère que dans les prochains 5 ans, c'est quelque chose qui va changer. Ce qu'on voit avec l'image à droite, ça, c'est déjà que la fibrose, elle est développée. On voit que la peau, elle est plus brillante. En anglais, on dit comme shiny skin. Et on voit une réduction comme des petites ridules et des plis normaux au niveau des mains. On voit aussi des cicatrices au niveau des surfaces articulaires. Ces cicatrices proviennent probablement par du fait qu'on n'arrive plus à plier et déplier les mains correctement. Fait que ça fait des blessures au niveau des surfaces articulaires. D'habitude, ces blessures et ces ulcères sont dus plus aux facteurs mécaniques, le fait de ne plus être capable de vraiment déplier les mains correctement. Alors que les ulcères au niveau des bouts des doigts, ça, c'est les ulcères souvent par un manque d'apport sanguin ou à l'ischémie. Donc, ça, c'est ces ulcères-là que je vois très souvent avec les patients avec la sclérodermie. Et ça, c'est comme, il faut voir ça un peu comme une complication du phénomène de Raynaud. Quand le Raynaud est très sévère, vraiment, il y a un manque d'apport sanguin parce que le vaisseau sanguin se contracte trop alors qu'on ne devrait pas les contracter. Ça fait des diminutions d'apport sanguin et des petits bouts de peau là où est-ce que le sang devrait se rendre et il ne se rend pas, sont en train de comme mourir et ça fait des ulcères qui se développent. Et le traitement, d'habitude, ça va être le même traitement que pour le phénomène de Raynaud sévère. Et je vais mentionner que ce que moi je fais dans ma pratique dans les prochaines diapos. Vous avez probablement la plupart d'entre vous, soit votre rhumatologue, soit votre dermatologue. Donc, dermatologue, c'est les médecins pour la peau comme moi. On va utiliser des outils. Moi, j'utilise un dermatoscope, donc ça a l'air d'une loupe en clinique. Les rhumatologues vont utiliser une caméra spécifique pour regarder des vaisseaux sanguins au niveau de vos capillaires. On appelle ça la capillaroscopie. Et au niveau de la sclérodermie, on va voir des vaisseaux sanguins qui vont vraiment être dilatés et aussi des endroits où est-ce qu'il n'y a plus de vaisseaux sanguins. Donc, comme vous voyez avec les flèches bleues, on voit on appelle ça des méga vaisseaux sanguins, ils sont très, très dilatés. Et entre la flèche bleue et la flèche blanche, on a comme un espace où est-ce qu'on a pratiquement plus de vaisseaux sanguins. Ça, on appelle ça des endroits avasculaires. Donc ça, c'est des manifestations de ce qu'on appelle une vasculopathie ou c'est des conséquences du fait que l'apport sanguin au niveau des doigts, au niveau des mains, ne se fait pas correctement. Donc, on va avoir une ischémie, donc un manque d'apport sanguin qui va se manifester comme un Raynaud puis des ulcères au niveau digital et une capillaroscopie qui est non normale. Et quand notre corps essaie de compenser, euh, quand il essaie de compenser, il fait des vaisseaux sanguins qui vont être comme dilatés pour essayer de compenser pour cette ischémie. Donc là, on va avoir des méga vaisseaux. Ça nous aide en tant que médecin pour confirmer le diagnostic en premier lieu. Par exemple, si un patient a des anticorps puis un syndrome de Raynaud, mais il n'y a pas encore de fibrose cutanée et il n'y a pas encore de manifestations digestives ou respiratoires, euh, mais on veut s'assurer d'identifier le patient comme le plus vite possible pour soulager les symptômes puis entamer un bon traitement et un bon dépistage. La capillaroscopie nous permet de faire ce diagnostic à la phase qu'on appelle presclérodermie. Donc, euh, la presclérodermie pourrait être diagnostiquée en présence, si quelqu'un a un Raynaud, une capillaroscopie suggestive et la présence des anticorps au niveau sanguin comme les ANA ou les anticorps spécifiques pour la sclérodermie. En général, c'est suffisant pour poser un diagnostic qu'on appelle la pré-sclérodermie et entamer les procédures d'investigation et un suivi rapproché. L'autre chose pour moi en dermatologie, quand je vois des vaisseaux sanguins qui sont dilatés comme ça, je vais surveiller le patient vraiment de proche pour les manifestations respiratoires parce qu'on sait qu'une capillaroscopie qui est anormale comme ça, c'est une manifestation cutanée qui augmente le risque de faire une fibrose pulmonaire et aussi une hypertension pulmonaire. Donc, pour moi, ça va justifier de commander un test de fonction pulmonaire assez rapidement.
Donc, le réno, qu'est-ce que je fais comme traitement pour mes patients? La première chose, c'est vraiment d'éviter l'exposition au froid, mais pas juste au froid, ce qui souvent est le pire selon ce que mes patients me disent, et je serais curieuse de voir si ça résonne pour vous, c'est le froid humide. Donc, par exemple, au mois de mars, peut-être que le climat commence à être un peu plus doux, mais c'est froid, humide. C'est là que les symptômes sont encore pires. Donc, il faut garder les mains au chaud, mais en plus du chaud, il faut les garder aussi au sec. Donc, changer les gants de façon fréquente, utiliser des dispositifs chauffants pour les mains et les pieds. C'est des trucs qu'on peut même acheter chez Costco ou dans un magasin de sport, soit des gants qui viennent vraiment avec une manette de contrôle qui peut établir une température ou des pochettes chauffantes qu'on peut mettre dans les mains aussi. L'autre chose qui est super importante, c'est l'arrêt complet de tabagisme, la cigarette, parce qu'on sait que la cigarette a des séquelles au niveau pulmonaire, mais aussi des séquelles au niveau vasculaire. Donc, ça va empirer tous les symptômes vasculaires au niveau de la sclérodermie, que ça soit pulmonaire ou cutané. La plupart de vous, si vous avez le phénomène de Raynaud, qui est présent pratiquement chez 100% des patients avec la sclérodermie systémique, les médecins, on va prescrire de première ligne des médicaments qu'on utilise pour l'hypertension artérielle. Ça s'appelle des inhibiteurs des canaux calciques. Un exemple courant, ça va être nifedipine ou amlodipine. Le nom commercial, ça peut être Norvasc. Comment ces médicaments fonctionnent? C'est qu'ils vont dilater ou comme empêcher la construction ou ce serrement des vaisseaux sanguins. Donc, ils vont empêcher que les vaisseaux se contractent et donnent des doigts blancs, douloureux, inconfortables, engourdis. C'est quand même efficace. Dans ma pratique, les patients qui vont bien avec nifedipine, amlodipine, je les vois rarement parce que souvent les patients qui sont référés à moi, c'est les patients qui ont déjà échoué ça. En troisième ligne, selon les études, ce qui peut être utilisé, c'est l'inhibiteur de phosphodiesterase de type 5. Donc, c'est un peu comme du Viagra, mais Viagra à longue action. Donc, c'est le Denafil. C'est comme le Viagra, mais quelque chose qui se donne une fois par jour et qui va durer 24 heures. Ça agit un peu de la même façon. Ça va aussi permettre aux vaisseaux sanguins de rester dilatés. Il y a aussi d'autres médicaments comme qui souvent vont souvent ouvrir les vaisseaux sanguins ou empêcher la fermeture, comme les antagonistes d'angiotensine ou endothéline. Moi, je trouve qu'ils sont inefficaces. La même chose pour les inhibiteurs de phosphodiesterase de type 5. Je trouve qu'ils sont très inefficaces dans ma pratique. Mais évidemment, ma pratique, elle est biaisée par le fait que je vois les patients qui ne répondent pas bien à ce traitement-là et peut-être ceux qui répondent bien, je ne les vois pas. Donc, moi, trouve que de loin, le médicament le plus efficace et probablement, en fait, le moins dispendieux, une fois qu'on échoue les inhibiteurs des canaux classiques, ça va être les injections de toxine botulinique. La façon que la toxine botulinique fonctionne, c'est qu'elle va paralyser les nerfs qui causent la contraction des vaisseaux sanguins. Donc, souvent, une injection va pouvoir donner dans ma pratique, ça améliore, ça ne fait pas partir le Renault complet, mais 80% des patients ont au moins un 80% d'amélioration des symptômes. Il y a des patients qui ne vont pas répondre. Souvent, ça va être soit une sclérodermie qui est très avancée, qui est très, très sévère depuis comme 10, 20 ans. Probablement qu'on a manqué le bateau à ce moment-là, puis ça ne fonctionne juste pas. Il y a des patients qui sont juste résistants à la toxine botulinique pour X, Y raison. Et mais quand même, 80% de mes patients répondent super bien et c'est le traitement le plus efficace dans ma pratique. La façon que j'injecte, c'est que en général, pour moi, c'est l'hôpital qui le donne gratuitement. Si le patient a échoué les médicaments que je vous ai mentionnés à la diapo précédente, je vais injecter entre les doigts parce que c'est entre les doigts qu'il y a les capillaires des vaisseaux sanguins qui se promènent et on va les dénerver pour 4 à 6 mois. Les injections sont très bien tolérées. La douleur, en général, elle est très légère et ça en prend 1 à 2 minutes à injecter chaque main. Je combine ça avec des suppléments de zinc, qui est comme une vitamine, un produit naturel que les patients achètent, parce que l'enzyme botulinique, elle est dépendante au zinc. Donc, prendre le zinc en même temps que la toxine botulinique, dans mon expérience, va augmenter l'efficacité d'un bon 20 à 40 et va aussi prolonger l'efficacité de la toxine botulinique. Donc, une fois qu'on injecte, en général, on a une amélioration des symptômes d'à peu près 80 pour à peu près 4 à 6 mois.
Typiquement, j'essaie d'éjecter mes patients entre le mois de septembre et novembre et ensuite les réinjecter entre le mois de février et avril pour contrôler les symptômes durant toute une année. Donc, c'est juste 2 injections par année d'habitude. Si les patients ne répondent pas à la première injection où est-ce que je fais une bouteille pour 2 mains, on peut essayer 2 bouteilles pour 2 mains, donc on doubler la dose, qui n'augmente pas l'effet indésirable. En fait, le seul effet indésirable qu'on peut voir, à part une allergie qui est théorique et j'ai jamais vu, c'est que si on est un peu moins habitué à injecter, c'est que le pouce peut être comme un peu engourdi ou paresseux à peu près 2 semaines, mais c'est complètement réversible. Et comme sur les images à droite, on voit qu'après les injections de toxines botulinques, si on regarde dans le panel A, on voit que les doigts sont bleus, donc sont froids, il y a une constriction des vaisseaux sanguins. Et après l'injection dans le F, on voit que cette vasoconstriction est comme résolue avec des images comme le infrared, du infrarouge. Là, je pense qu'il y a des questions ou non? Ouais, donc on a une question. Pour les est-ce que les toxines botuliniques pour microstomie aussi, ça Très bonne les... question. Il y a eu une publication dans le JAD, qui est un très bon journal de dermatologie, le numéro 1 dans le monde, où est-ce que mes collègues aux États-Unis ont tenté d'injecter la toxine botulinique autour de la bouche. Et ça avait amélioré les symptômes pour une durée de temps très limitée, 4 mois à peu près. Mais le problème, c'est que pratiquement tous les patients n'étaient plus capables de manger, puis avaient du drooling, comme la salive coulait en tout temps. Fait que moi, je ne recommande pas ça et je n'utilise pas ça non plus. Mais il y a quelque chose d'autre que je vais vous montrer dans les diapos prochaines qui fonctionne très bien pour la microstomie et que j'utilise de façon routinienne. Excellent. On a une deuxième question. Euh, Est-ce que ça se fait pour le réno dans les orteils également? Absolument. Absolument. Puis dans les orteils, la bonne nouvelle, il y a juste, je fais juste 7 piqûres. Donc, en fait, il y a même moins de zones d'injection, fait qu'il y a encore moins de piqûres. Et ça fonctionne aussi bien les mains que les pieds. Mais c'est pas, je peux pas guérir le réno avec le Botox, mais c'est le traitement, dans mon expérience, qui fonctionne de loin mieux que tout ce qui existe sur le marché actuel. Et côté coût, ça coûte à peu près 800 dollars par année. C'est couvert par la RAMQ, c'est couvert par les assurances privées. Et dans les hôpitaux tertiaires, c'est donné gratuitement aux patients à travers l'hôpital. Donc, c'est quelque chose qui est pas coûteux ni pour le patient ni pour le système. Donc, j'ai une dernière question, particulièrement sur ça. On demande là, si les injections, elles paralysent quoi déjà exactement? On a une personne qui n'a pas compris le Excellente fonctionnement. question. Donc, la façon que le Botox fonctionne, c'est que de chaque côté des doigts, on a des vaisseaux sanguins. Le rénal et les ulcères digitaux, comme ischémiques, ceux qui sont excessivement douloureux, sont causés par le fait que le signal de fermeture et ouverture des vaisseaux sanguins est débalancé. Les vaisseaux sanguins sont trop facilement fermés, ce qui cause le rénal et aussi les ulcères ischémiques douloureux par, euh, par l'injection de la toxine botulinique, du même fait que si on l'injecte sur le front, on n'a plus de rides, on dénerve le muscle. Là, on dénerve le muscle des vaisseaux sanguins. Donc, les vaisseaux sanguins fonctionnent très bien, mais ils sont plus capables de se refermer, ce qui est problématique dans le syndrome de Raynaud parce qu'on ne veut pas que ça se ferme. Quand ça se ferme, ça donne des doigts blancs, douloureux, engourdis, et ça donne aussi des ulcères digitaux et des fois même la gangrène. Donc, on prévient qu'ils se referment. Et cette dénervation, cette paralysie des petits nerfs, elle est temporaire. Elle dure 4 à 6 mois, donc on doit continuer à injecter à tous les 4 à 6 mois d'habitude. Et j'ai vu Parfait. la question aussi pour le Viagra. Le Viagra, c'est le sildenafil ou le tadalafil, c'est des médicaments qui sont pris par la bouche, qu'on doit d'habitude soumettre une formulaire de patient d'exception à la RAMQ pour avoir une approbation. Ça coûte beaucoup plus cher à l'année que la toxine botulinique et beaucoup moins efficace dans ma pratique personnelle pour le rénom. Mais c'est quelque chose que les rhumatologues souvent vont utiliser parce que c'est difficile d'accéder au Botox, parce que c'est les dermatologues en général qui injectent le Botox.
Et pour la question du sulfate, du thiosulfate, je vais répondre dans les prochaines diapos parce que là, on s'en vient de parler de la calcinose cutanée. Donc, ici, vous avez sur les doigts les dépôts de calcium. Les dépôts de calcium dans la sclérodermie, on appelle ça les dépôts dystrophiques. Donc, c'est causé par ischémie, par l'inflammation, et tous les cellules de la peau contiennent du calcium. Mais quand il y a une ischémie, cette inflammation, le calcium sort de la cellule et se dépose dans la peau. Donc, on va voir ces dépôts de calcium, souvent chez des patients qui ont une maladie qui dure depuis longtemps. C'est excessivement douloureux parce que ça cause une pression sur la peau, surtout au niveau des doigts. Ça peut être très, très limitant au niveau de l'utilisation des doigts quand on développe le calcium. On a un très bon traitement maintenant, c'est justement le thiosulfate. Sinon, les traitements que j'utilisais avant que je commence à utiliser le thiosulfate il y a 4-5 ans, des fois on utilise des antibiotiques comme la minocycline ou la doxycycline. Des fois on utilise la prednisone, mais évidemment dans la sclérose systémique, on n'aime pas utiliser la prednisone parce que c'est pas un médicament qui est très sécuritaire et ça peut donner la crise rénale. Donc on essaie de l'utiliser le moins possible, à moins qu'on ait vraiment plus le choix. Le traitement, en fait, pratiquement le seul traitement que j'utilise en ce moment, c'est le thiosulfate. Donc, le sodium thiosulfate, on peut l'utiliser en crème ou en injection. Si on l'utilise en crème, ça peut être très efficace, mais je vais vous donner quelques trucs et astuces. Premièrement, on doit faire un 25%, donc ça doit être fait dans une pharmacie qui est capable de faire des magistrales, donc des médicaments faits sur mesure pour patients. Malheureusement, la RAMQ ne le paye pas, donc c'est toujours soit les assurances privées qui le remboursent, soit le patient doit l'acheter et payer de leur poche. Il y a des pharmacies à la ville de Québec et à Laval qui le font pour un prix qui est raisonnable. Ça coûte à peu près un 80 pour à peu près un 3 mois de médicaments, de crème. Si on le combine à 20%, ça ne fonctionne pas. Si on le combine en crème, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment le combiner soit en vaseline pure, c'est gras, c'est épais, ou en pâte de zinc. La pâte de zinc, c'est exactement la même chose qu'on met dans les couches de bébé. C'est comme une pâte qui est bien ferme, épaisse. Pourquoi je le combine dans des produits aussi gras ou épais? Ça force le produit à l'intérieur de la peau beaucoup plus que si on le met dans une crème qui a l'air d'une crème hydratante. La façon de l'appliquer, soit on l'applique 3 fois par jour, mais encore mieux, on met un pansement occlusif. Donc, par exemple, pour les doigts, à la pharmacie, on peut acheter comme des condoms pour les doigts. Donc, c'est vraiment comme un gant pour juste le doigt. Donc, on met le produit en bonne couche épaisse, puis on met ce gant qui va fermer le doigt pour un 24 heures pour forcer le produit à l'intérieur. Ou on peut mettre du Saran Wrap pour le couvrir, pour encore une fois forcer le produit à l'intérieur. C'est quand même assez efficace. L'efficacité n'est pas 100%, mais c'est 80% efficace. Si on commence vers une calcinose qui n'a pas encore été manipulée par une chirurgie, qui est d'habitude, une fois que ça a été manipulé par une chirurgie, c'est rendu des multifoculés, donc c'est rendu à plein d'endroits différents. C'est vraiment beaucoup plus difficile pour moi d'aider le patient à le faire. Donc, si on prend une calcinose qui est tout fraîche, on a 80% de chances que dans 3 à 6 mois, il n'y en a plus du tout, que c'est complètement efficace avec la crème si on utilise la crème de façon religieuse. Ça peut fonctionner aussi pour les autres endroits, comme au niveau des coudes et au niveau des jambes aussi. Mais je l'aime surtout au niveau des doigts parce que les injections au niveau des doigts sont très douloureuses. Sinon, par exemple, chez mes patients que la crème n'a pas fonctionné ou la crème n'est pas abordable. Dans ce cas-là, l'hôpital va me fournir les fioles pour l'injection. Les injections n'ont pas aucun effet secondaire, c'est pas dangereux du tout. Le seul souci pourquoi j'adore pas injecter au niveau des doigts, c'est que ça fait vraiment, vraiment mal. Euh, Comment j'injecte? Je vais faire des piqûres entre les doigts comme je fais pour le Botox, mais sans le Botox. Les piqûres que je vais faire, ça va vraiment être un anesthésiant pour complètement engourdir des doigts, pour que le patient ou la patiente ne sente pas du tout quand j'injecte au bout des doigts parce que ça fait mal. Les injections vont être
pas douloureuse parce que je vais complètement engourdir des doigts, mais les 2 semaines après les injections, le calcium va commencer à travailler. Pour que le calcium soit éliminé par le corps, il y a deux façons de sortir. On peut l'absorber dans le sang, puis ensuite faire pipi, puis le calcium s'en va. Ou la façon que ça va sortir sur l'image à gauche, vous voyez que le calcium il est pas loin de la peau ou de la porte de sortie. Il va faire carrément des ulcères, des micro-trous dans la peau, puis il va sortir par là. Fait que c'est un processus qui va être douloureux pour les 2 semaines par après. Souvent, ce que je suis obligée de faire, c'est donner un antibiotique qui va avoir un effet anti-inflammatoire pour 2 à 4 semaines après les injections. Et des fois, même donner quelques jours de cortisone par la bouche pour calmer l'inflammation parce que ça peut être douloureux sinon, mais c'est très, très efficace. J'injecte d'habitude à tous les 4 semaines. Il y a des médecins qui vont injecter à tous les 1 à 2 semaines. Moi, j'ai juste pas l'occasion de voir mes patients aussi souvent, malheureusement, à cause des problèmes de système. Fait que je vais le faire à tous les mois pour un total de 3 à 6 mois. Et encore là, c'est à peu près un 80% efficace. Euh, donc là, je vois que vous avez aussi des questions. Est-ce que les ulcères mènent à la calcinose ou c'est deux choses différentes? C'est deux choses différentes. Au niveau des ulcères dans la sclérodermie, il y en a de trois types. Quand c'est des ulcères qui vont arriver au niveau des jointures, dans les surfaces extenseurs des doigts, c'est souvent à cause de la fibrose, parce que la peau, elle est tellement figée à cause de ce processus cicatriciel qu'on n'est plus capable de déplier. Et quand on essaie de le déplier, ça déchire et ça fait des plaies ici. Donc ça, c'est mécanique et pour ça, on fait des soins de plaies, puis aussi on va utiliser des médicaments systémiques pour ramollir la peau ou diminuer cette fibrose. Quand c'est des ulcères sur les bouts des doigts chez quelqu'un qui fait un raynon sévère, ça, c'est ischémique et le meilleur traitement, c'est le Botox, la toxine botuliниque. Mais aussi, on peut faire des ulcères à cause de la calcinose et ça, souvent, ça va être parce que la calcinose, elle est trop sévère ou parce qu'on a fait un bon traitement pour la calcinose et le calcium doit sortir à travers la peau pour être éliminé par le corps. Maintenant, je vois aussi que vous avez des questions. Euh, Donc, un patient a dit que le Botox est extrêmement douloureux. C'est inhabituel que le Botox est douloureux. Et quand c'est douloureux, les injections, le Botox peut être mélangé parce que le Botox est une poudre qui vient dans une bouteille. On peut le mélanger avec de l'eau saline. On peut aussi le mélanger dans une antidouleur. Moi, je le mélange avec la xylocaïne, qui est comme la même chose que le dentiste met dans vos gencives pour engourdir les gencives. Fait que, en général, je dirais que sur comme 80 patients que j'ai peut-être injecté le Botox, c'est très, très bien toléré, donc c'est en général pas douloureux. Et pour les taches de visage, on va en parler dans quelques instants. Est-ce que tous les dermatologues peuvent le faire? Théoriquement, oui. Le problème, c'est que le gouvernement ne paye pas du tout les dermatologues pour faire les injections de Botox pour la scléodermie. Donc, moi, je le fais à l'hôpital. euh, comme zéro paiement par le gouvernement, mais je le fais parce que j'ai des cliniques de scléodermie et ça me tient à cœur. Mais je dirais que c'est difficile pour les dermatologues en communauté qui doivent payer les frais pour le secrétaire infirmière d'offrir ce traitement à cause des problèmes logistiques. Mais dans les hôpitaux, les dermatologues, il y en a plusieurs qui le font. C'est juste une question de savoir comment faire le traitement, puis d'avoir le temps protégé pour le faire. Donc, dans les hôpitaux, c'est plus faisable. Dans les bureaux privés, c'est difficile. Donc, moi, j'ai des bureaux privés où est-ce que je travaille, mais tous mes patients que j'injecte, je le fais à l'hôpital. OK, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions sur cette partie-là. Maintenant, vous avez posé les questions sur la microstomie. La microstomie, c'est vraiment la diminution de l'ouverture buccale. Et ça, c'est quelque chose qui est très souffrant quand même pour les patients. Ça fait un changement au niveau de l'apparence cosmétique du visage, parce que ça fait comme des bandes de constriction ou de fibrose autour de la bouche. Euh, Ça réduit l'ouverture buccale, qui peut avoir des effets néfastes sur l'alimentation, sur la dentition, sur comment on parle, comment on mâchouille, comment même on boit. J'ai des patients que ils ne peuvent pas manger ce qu'ils veulent, ils mangent ce qu'ils peuvent manger, ce qui est vraiment très triste. Et ils ne sont plus capables de voir leur dentiste régulièrement parce que l'ouverture buccale ne se fait pas. Mais aussi l'apparence des visages, les lèvres deviennent plus serrées, plus petites.
Et juste, il y a à peu près 3-4 ans que j'ai commencé à faire le traitement avec la hyaluronidase. La hyaluronidase, c'est une enzyme qui digère le collagène. Euh, Ça m'a pris un bon 2-3 ans pour que l'Université McGill approuve le traitement parce que le hyaluronidase n'existe pas au Canada. Théoriquement, on devrait l'importer des États-Unis, mais c'est vraiment un processus super complexe. Fait que maintenant, l'hôpital l'a approuvé, il n'y a plus de problème du tout. C'est une magistrale, c'est une poudre qui se fait dans une pharmacie spéciale à Toronto. Nous, on l'importe à l'hôpital, puis on fait des injections dans 2 rangées autour de la bouche, donc à peu près entre 20 et 40 piqûres autour de la bouche. Euh, Parce que c'est un processus qui est très sécuritaire mais douloureux. Ce que je fais maintenant, c'est que je fais des petites piqûres en dessous de l'œil, des deux côtés, puis au niveau de la mâchoire pour engourdir tout le pourtour de la bouche. Comme ça, les injections se font dans un confort et sans douleur. En général, on est capable de gagner presque 1 centimètre d'ouverture de la bouche après un mois. Chez certains patients, après une seule injection, ça améliore la qualité de vie, puis on n'a pas besoin d'en faire d'autres. Chez d'autres, on doit faire 3 à 6 injections au total, à peu près à 4 semaines d'intervalle. Et chez d'autres patients puisque maintenant j'ai commencé à faire il y a à peu près 3-4 ans, il y a des patients que j'ai injectés il y a 3-4 ans. Il y avait une belle qualité de vie pour quelques années. Puis là, ils reviennent me voir parce que maintenant, ça s'est rétréci de nouveau. Fait qu'on va faire une autre injection. Donc ça, c'est ce qui est le plus efficace et le plus sécuritaire, ce que nous avons en ce moment. Et je regarde. Ça s'appelle la hyaluronidase. Je vais vous le taper ici, hyaluronidase. Et pour les ongles, entre dans ma peau sur les côtés. OK. Ça, pour les ongles, je le mentionne pas vraiment souvent. Ce que je vois, c'est que mes patients, quand les ongles commencent à rentrer dans la peau, c'est vraiment un problème de ischémie. Donc, quand il y a vraiment une diminution d'apport sanguin au doigt qui est chronique, on va avoir une diminution de l'os. L'os, au niveau du doigt, va se rétrécir et le doigt va devenir carrément plus court. Et ce que ça fait que c'est l'ongle commence à se recourber. Donc, une des choses, c'est vraiment de garder les ongles en général assez courts, les tailler de façon carrée sans jamais les arrondir pour ne pas que ça fasse des ongles incarnés. Et quand c'est douloureux, je vais utiliser une pommade qu'on appelle Urée pour carrément faire se débarrasser de l'ongle. Dans 2 semaines, l'ongle va être mince, mince, mince et pratiquement disparu. Là, on va être capable de le tailler pour réduire la douleur. Mais c'est des patients aussi chez qui je voudrais faire probablement des injections de toxines botulinques pour diminuer la récidive et la fréquence que le problème revient. OK, j'ai vu que vous avez eu des questions sur les taches. Donc, les taches, on peut avoir des deux couleurs. On a les taches rouges. Ça, c'est les taches encore là vasculaires qu'on voit souvent chez les patients qui ont le phénomène de Raynaud, les ulcères digitaux qui sont ischémiques. Donc, ça témoigne vraiment de cette euh, anomalie au niveau des vaisseaux sanguins qui est dans la peau et au-delà de la peau. Pour ça, on peut faire des procédures vasculaires et la lumière pulsée. C'est sécuritaire, il n'y a vraiment pas de souci, j'ai aucune inquiétude pour que mes patients subissent des traitements de laser. La seule chose, c'est que c'est pas couvert par la RAMQ et nous, on n'en offre pas à l'hôpital, il n'y a aucun hôpital qui peut le faire. Fait que ça va être des cliniques de dermatologie qui sont au-delà de l'hôpital et souvent, ça va avoir des frais de comme 500 dollars par séance et ça peut prendre 3 à 6 séances, mais ça peut donner des beaux résultats esthétiques pour les patients. On a aussi des taches brunes. Pour les taches brunes, je peux utiliser des crèmes qui peuvent pâlir la peau, homogénéiser l'apparence de la peau. Et des traitements de laser aussi peuvent aider pour les taches brunes également. Mais j'évite l'azote liquide ou la cryothérapie chez mes patients avec la sclérodermie parce que ça peut engendrer le phénomène de Raynaud et des ulcères ischémiques par le fait que c'est du froid. Donc, ça, c'est des exemples de traitements avec le laser. Donc, vous voyez la patiente avec des télangiectasies avant le laser, puis après le laser. Par contre, il faut savoir que les tâches peuvent revenir parce que la maladie, donc on fait juste traiter les manifestations de la maladie, mais on ne traite pas la maladie au complet.
mais ça peut quand même amener une satisfaction esthétique chez le patient ou la patiente. Et l'autre chose que dans ma pratique, je vois les télangiectasies souvent aux endroits qui sont exposés au soleil et je vois plus chez les patients qui sont des fumeurs. Donc, en même temps, si on envisage de faire des traitements de laser, c'est vraiment important de s'assurer qu'on arrête de fumer et on protège la peau du soleil de façon vraiment obsessive compulsive, là, avec des crèmes solaires minérales, chapeau, lunettes fumées pour prévenir que ça revienne puis prévenir d'en développer de nouveau aussi. Euh, Quand on a cette pigmentation qu'on appelle sel et poivre, en général, c'est quelque chose que je vois chez les patients qui ont une fibrose. Donc, étant donné que c'est pas un problème tant de pigmentation et le problème de pigmentation, c'est vraiment une séquelle de la fibrose, là, on va vraiment envisager des traitements de la fibrose. Souvent, ça va être des médicaments qui vont agir sur le système immunitaire ou des immunosuppresseurs. Donc, une question que les patients me posent assez souvent, c'est comment on gère la démangeaison et la sécheresse de la peau. Premièrement, je trouve que la sécheresse de la peau chez mes patients à la sclérodermie, c'est souvent quelqu'un qui a la sclérodermie qui est plus diffuse. Et la façon que moi je le comprends, c'est que quand on a une fibrose, ce processus cicatriciel qui embarque, on perd les poils. Et de la même façon qu'on perd les poils, on perd les glandes de transpiration. Donc, les glandes d'huile et les glandes de transpiration vont hydrater la peau de façon naturelle. Et quand il y a tellement de fibrose au niveau de la peau que les glandes sont perdues et les poils sont perdus, on n'est plus capable d'avoir ce processus qui vient de l'intérieur qui va hydrater la peau. Donc, on va comme mouiller la peau avec une douche qui est courte, qui est tiède, parce que les douches chaudes ou les douches longues vont assécher la peau pour avoir cette humidité qui vient de l'extérieur. Ensuite, on va juste éponger la peau, puis on va appliquer une crème barrière, une crème hydratante tout de suite euh, à- pour garder cette humidité qui vient de l'extérieur dans la peau. Souvent, moi, j'aime bien les crèmes à base de urée. Vous avez des exemples Eucérin qui font des crèmes comme ça ou Urisec 22%, par exemple. L'hiver, mettre des crèmes hydratantes au moins 2 fois par jour. Et il faut éviter les savons. Donc, ce que je dis à mes patients, c'est on ne savonne pas toute la peau. On n'en a vraiment pas besoin. La peau se régénère à tous les 2 semaines. On savonne seulement les endroits qui puent. Et je vous laisse décider qu'est-ce qui pue, là. En général, c'est en dessous des bras et les organes génitaux. Le reste de la peau ne devrait pas avoir du savon. Évidemment, les mains, on va avoir du savon juste pour la prévention des infections, surtout dans les périodes comme gastro, comme il y en a maintenant. Mais le moins de savon possible et le plus de crème hydratante. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la fibrose de la peau et la démangeaison de la peau? Donc, évidemment, on peut vous donner des crèmes ou des lotions topiques qui vont avoir un effet anti-inflammatoire. Donc, ce qui est utilisé comme le plus fréquemment, c'est les crèmes de cortisone ou les crèmes comme Protopic et Lidl qui sont anti-inflammatoires mais sans cortisone. Ça peut aider pour la démangeaison, ça peut aider pour la sécheresse. Maintenant, ce que j'utilise de plus en plus, quand je peux l'obtenir, c'est les inhibiteurs de JAK parce qu'on sait que ces médicaments ont un effet antifibrotique. Donc, je pense que ça peut avoir un effet pas seulement sur la démangeaison, mais vraiment même sur la teinte de la peau, peut-être même sur les dépôts de calcium. Le problème pourquoi je ne peux pas l'utiliser chez tout le monde, c'est que le tube de crème coûte 1200 pièces. Fait que si l'assurance privée le couvre, génial. Honnêtement, demandez que votre médecin vous prescrit. Il n'y a pas d'effet indésirable sur les médicaments, l'inhibiteur de JAK. C'est utilisé 2 fois par jour. On peut l'utiliser tant qu'on n'est pas enceinte. Il y aurait probablement beaucoup d'effets bénéfiques. Le seul vraiment problème, c'est le coût. On peut aussi utiliser la photothérapie. Photothérapie, c'est comme une machine de bronzage médical où est-ce qu'on va mettre la lumière. La lumière va diminuer l'inflammation dans la peau et diminuer l'auto-immunité dans la peau. Ça peut aussi aider pour le contrôle de démangeaison, quelqu'un qui en souffre beaucoup. C'est très sécuritaire. C'est disponible dans les bureaux à l'hôpital de dermatologie ou dans les bureaux communautaires de dermatologie aussi. Donc, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, mais ça n'aide pas la fibrose de la peau. La seule machine de photothérapie qui aide la fibrose de la peau, ça s'appelle le UVA1. Malheureusement, nous, à Montréal, on n'en a pas, mais il y a des places à Québec, à la ville de Québec, qui en offrent. Mais c'est 2 fois par semaine pendant comme minimum 3 mois pour voir une différence. Donc, moi, je ne l'ai pas dans ma pratique juste parce que c'est pas disponible.
Évidemment, on a aussi des comprimés. Je suis sûre que les mots ici, méthotrexate et mycophénolate mofétil, ça résonne avec beaucoup entre vous. Il y a aussi le rituximab et le tocilizumab. Ça peut être utilisé, souvent c'est utilisé pour la fibrose pulmonaire. Mais de la même façon, on peut l'utiliser pour la fibrose de la peau et ça peut aider à ramollir la peau 3 à 6 mois plus tard. Ce que j'utilise de plus en plus dans ma pratique, c'est aussi la photophorèse extracorporelle. Ça, c'est comme une machine de bronzage, mais au lieu de mettre votre peau dans la machine de bronzage, on met les cellules de votre sang dans la machine de bronzage. Et ça peut aider carrément tous les symptômes dans la peau intestinale, fibrose pulmonaire, sans avoir aucun effet indésirable. Mais ça, c'est aussi quelque chose qui est pas disponible partout. Nous, on en a au CUSUM, puis il y en a à Maisonneuve-Rosemont, puis il y en a aussi à Québec. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour quelques patients, surtout avec une maladie qui est sévère, progressive. Et chez plusieurs de mes patients, on peut prévenir une transplantation ou une greffe. Donc, pour vraiment comme avoir un effet euh, d'améliorer tous les symptômes. Donc, On avait une question sur le s'il y a des traitements de la peau, ben justement en parlant de bronzage, qui peuvent donner un effet le plus foncé, donner l'impression d'être bronzé à l'année longue, par exemple. ben, évidemment, avec la photothérapie, donc cette machine de bronzage médical, vous allez être bronzé. Il va y avoir un effet de bronzage médical. La peau va avoir l'air comme plus foncée chez la plupart des patients. Mais ce qui est rassurant, c'est que ça n'augmente pas le cancer de la peau parce qu'on va filtrer les rayons qui sont bons pour calmer l'inflammation, la démangeaison, mais on va enlever tous les rayons qui sont dommageables par rapport au cancer. Donc ça, c'est ce qui est la bonne nouvelle. Mais oui, la peau va être bronzée, ce qui peut être peut-être non souhaité pour plusieurs patients. Mais dans la fibrose, dans la sclérose systémique, comme je vous ai montré dans les slides avant, on peut avoir cet effet que la peau est plus foncée et ça, c'est vraiment à cause de la fibrose, à cause de l'inflammation. Donc là, si on va calmer l'inflammation, ça va prendre un 6 à 12 mois pour qu'on voit une différence, mais on peut améliorer cette pigmentation qui est non désirable pour le patient. Et dans ce cas-là, cette pigmentation est due à la maladie et pas due au traitement. Parfait. Euh, oui. OK. J'ai une dernière petite question sur la peau, puis après ça, je pense que je vous laisserai aller, puis on prendrait les questions à la fin là, pour la suite. Est-ce que pour les démangeaisons dans le dos, donc quelqu'un qui ressent beaucoup de démangeaisons dans le dos, est-ce que ça se peut que ce soit lié à la sclérodermie? Ou, Si la démangeaison elle est vraiment limitée au dos, la plupart du temps, c'est dû à des nerfs qui sont coincés par des vertèbres. Donc, comme de l'arthrose ou les signes de usure entre les vertèbres, dû à l'âge, dû à la posture, dû à X, Y, Z raison. C'est quelque chose que je vois, c'est au moins une personne sur deux qui a 50 ans et plus va se plaindre de la démangeaison entre les omoplates et je ne vois rien au niveau de la peau pour l'expliquer. Mais si je ferais une résonance magnétique de la colonne, une radiographie de la colonne, je vais voir qu'il y a des signes de usure. Pour ça, vraiment, le meilleur traitement, c'est de la physiothérapie ou de la nage pour renforcer les muscles du dos et pour diminuer ce coincement des petits nerfs qui va causer cette démangeaison entre les omoplates. Évidemment, pour la personne qui me pose la question, je ne peux pas dire quelle est la cause chez vous parce que je ne vous ai pas vu, pas examiné, mais vraiment, je dirais sur comme 99 patients que je vais voir, 98, c'est vraiment dû au signe de usure entre les vertèbres et pas dû à la scléodermie. Pour la scléodermie, la démangeaison va être un peu plus diffuse, puis va aussi être vraiment aux endroits où est-ce que la peau est fibrotique. excellent. Je vous laisse continuer. Excellent. Là, je vais juste vous mentionner comme très brièvement parce que je pense que j'ai achevé pas mal mon temps, mais je pense que c'est important comme de mentionner ça parce que on vit dans un climat où est-ce que le climat change. On a de plus en plus d'épisodes de smog ou de vraiment pollution de l'air qui était très important cet été surtout. Et c'était pas la première été qu'on a souffert comme ça de mauvaise qualité d'air et c'est définitivement pas le dernier. Fait que je pense que c'est important d'aborder ça brièvement pour vous protéger et protéger les membres de votre famille qui pourraient être à risque de maladies auto-immunes. Donc, des maladies auto-immunes comme le sclérose systémique, comme ce que la plupart de vous sur la réunion aujourd'hui avaient, euh, il y a évidemment une prédisposition génétique, mais il n'y a pas un seul gène qui prédispose à la scléodermie. Donc, le gros
et probablement le gros du risque vient probablement de l'extérieur. Il y a certaines, dans cette étude qu'on a publiée il y a déjà quelques années, on a juste regardé tous les facteurs qui ont déjà été étudiés et qui ont démontré un lien avec la sclérose systémique. On voit des infections, on voit la pollution industrielle, la pollution de l'air, on voit des pesticides, des solvants organiques auxquels on peut être exposé dans l'air qu'on respire ou au travail où est-ce qu'on travaille, des résines de époxy, etc. Et tous ces facteurs-là peuvent causer un bris de l'ADN ou du matériel nucléaire des cellules. Et quand on brise l'ADN, l'ADN devient exposé et on commence à développer des anticorps contre l'ADN. Et la plupart entre vous, probablement, vous avez les anticorps qu'on appelle les ANA. Donc, anti-nuclear antibodies, ça veut dire que le matériel nucléaire a été exposé et il y a une réaction auto-immune qui s'est formée. Donc, tous ces facteurs externes peuvent causer l'exposition de l'ADN et déclencher le système immunitaire à réagir. Donc, on a fait une étude ici pour regarder au Québec où est-ce qu'on a évalué quelle est la fréquence, quel est le risque de développer la sclérose systémique au Québec chez nous depuis 95 jusqu'à 2020. On voit que l'incidence, ça veut dire si on prend 9 millions de Québécois aujourd'hui, combien entre eux vont être à risque de développer la sclérose systémique alors qu'ils l'ont pas encore? Donc, c'est les nouveaux cas et on voit que les nouveaux cas augmentent. Donc, malgré le fait qu'on a un meilleur traitement, on a un meilleur dépistage, les cas continuent à augmenter. La prévalence, c'est le nombre de cas total. Donc, ça inclut les gens qui ont la sclérodermie aujourd'hui et qui avaient aussi la sclérodermie hier. Et on voit que ce nombre total de cas augmente aussi. La bonne nouvelle, c'est que la mortalité diminue vraiment de façon très importante. À 93, on n'avait pas grand-chose à offrir nos patients. On ne savait pas comment la diagnostiquer, on ne savait pas comment dépister. Et on avait une mortalité qui était 4 fois plus grande que pour la population générale du Québec. Et maintenant, il y a quand même une augmentation de mortalité par rapport à la population générale du Québec, mais vraiment, c'est une ligne qui va en descendant, donc on est capable de faire mieux. Ce qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est que le nombre de nouveaux cas de sclérodermie au Québec est vraiment, il y a des zones à risque. Donc, avec cette étude, on a démontré qu'il y a certaines zones, par exemple, la région euh, comme de Gaspésie, on voit vraiment des hotspots, des zones vraiment à risque, où est-ce qu'il y a il y a vraiment plein de nouveaux cas, alors que la population, elle est quand même petite, depuis 95, et c'est toujours comme ça. On voit aussi des zones qu'on appelle des hotspots au sud de Montréal. Et une région importante, Kanawaki, il y a vraiment, dans la réserve autochtone de Kanawaki, il y a plein de cas. Il y a comme au moins 30 cas par année qui sont diagnostiqués dans une population qui est petite. Et on ne sait pas vraiment pourquoi, mais on est en train de terminer une étude où est-ce on analyse plus que 800 facteurs environnementaux en même temps pour déterminer quelle est la cause de sclérodémie dans toutes ces régions-là à travers 30 ans au Québec. On a fait une étude similaire au Canada où est-ce on a vu qu'au Canada aussi, cette distribution de sclérodermie, elle n'est pas pareille et il y a des zones de hotspot. Donc, un hotspot vraiment, vraiment important, c'est la région de Hamilton. Puis, tous les cas qu'il y a le plus de sclérodermie, euh, le plus de sclérodermie, vous voyez avec cette couleur Bourgogne, c'est vraiment presque au même endroit où est-ce que les zones minières pour la production euh, en anglais, on dit steel. Là, ça ne me vient pas à tête, mais le métal, la production de métal, Hamilton, c'est une des villes les plus polluées au Canada, puis on voit qu'il y a un certain facteur de risque. Il ne faut pas interpréter ça comme causal. On n'a pas vraiment étudié est-ce que c'est la cause de sclérodermie. On a juste vu qu'il y a vraiment un chevauchement entre où est-ce qu'ils sont les patients et où est-ce qu'ils sont les zones de production minière et industrielle au Canada. Puis on voyait une différence. Et on voyait la même chose dans la région métropolitaine de Montréal avec les zones minières et industrielles, comme dans le ouest de l'île. Ensuite, on a aussi étudié chez plusieurs d'entre vous, peut-être faites partie du registre canadien de sclérodermie, qui est un registre de 1600 patients. Et il y a une question qui était posée à tous les 1600 patients. Est-ce que vous avez été exposé à votre travail à la silice et aux solvants organiques?
Pour le silica, il y avait 10% des patients à peu près qui étaient exposés et ça augmentait le risque de faire la sclérose systémique énormément là. Donc, c'est 7% des patients qui ont eu cette exposition. La plupart, euh, la plupart des patients, c'était des hommes, alors que en général, la sclérodermie, c'est une maladie qui est plus fréquente chez les femmes. Et ceux qui étaient exposés à la silice avaient un diagnostic de sclérodermie avant l'âge de 50 ans et étaient souvent des hommes. Et c'était vraiment une exposition qui s'est faite au travail. Avait aussi une manifestation de sclérodermie plus sévère avec une fibrose cutanée plus diffuse, donc au-delà des coudes et genoux, avec une atteinte pulmonaire et beaucoup plus de symptômes intestinaux. Et si les patients étaient exposés à la silique et en plus de ça étaient des fumeurs, le risque était encore plus important. Donc, c'est vraiment important que si vous avez été exposé à la silique, de ne plus être exposé à la silique si vous avez été diagnostiqué avec la sclérodermie et de ne pas fumer pour réduire le risque de complications à long terme. Maintenant, on a fait la même chose pour les solvants organiques. Les solvants organiques, c'est des liquides euh, aromatiques. Donc, exemple du benzène, du toluène, du vinylchloride, etc. Il y en a plein d'occupations où est-ce qu'on les utilise. On les utilise aussi dans la vie de tous les jours avec le nettoyage de nos maisons, par exemple. Par exemple, le Windex et du Chlorexx et tout ça, c'est complètement banni de ma maison. On va utiliser du vinaigre pour laver les planchers, du vinaigre pour, euh, euh, pour, comme, pour le lavage chez nous. Parce que c'est des solvants organiques et il y a beaucoup de séquelles par rapport à ça. Donc, ce qu'on a vu, c'est que 20% des patients ont reporté avoir été exposés à des solvants organiques et ça a augmenté aussi le risque de faire une maladie plus sévère. Donc, et ça, le 20%, je pense que c'est vraiment sous-estimé parce que on est exposé dans la vie de tous les jours puis on ne se rend même pas compte. Si vous utilisez des sprays pour les moustiques, c'est des organes, il y a du benzène dedans. Si vous utilisez des sprays pour les cheveux, il y a du benzène dedans. Si vous utilisez la crème solaire en spray, il y en a aussi. Fait que tout ce qui est en spray, j'éliminerais si c'est possible. Écoutez, si vous l'utilisez une fois par année, c'est vraiment pas la fin du monde, mais je dirais que ce serait mieux d'éviter l'exposition le plus possible. Sur ça, je vous remercie pour votre attention et aussi euh, pour les fondations qui m'ont permis de mener mes projets de recherche. Merci, merci énormément, docteur Netchipurut. Donc, ce fut fort complet. Félicitations aussi pour votre capacité à comme jongler les questions. Ça m'a rendu parfaitement inutile, mais très impressionné. On passerait maintenant la parole à Dolores. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les forums patients de Sclérodermie Québec. Donc, d'ailleurs, Sclérodermie Québec, on remercie pour l'organisation de ce forum. Vous êtes près d'une centaine aujourd'hui à vous être connectés. Puis on voit là, que ça participe énormément. Donc, ben, tout ça s'est rendu possible grâce à Sclérodermie Québec. Et parmi les membres de Sclérodermie Québec, nous comptons Dolores Dupuis. Donc, Dolores qui va nous faire un petit témoignage de ben, elle, comment elle vit sa sclérodermie puis ses manifestations. Donc, Dolores, je te cède la parole. Est-ce que tout fonctionne de ton côté? Oui, on te voit bien. Peut-être si tu baisses un petit peu ta caméra, on va voir ton visage, mais sinon, C'est on te correct? voit. Ah, on ne me voit pas. C'est ça? Vous ne me voyez pas? Ah, mais là, on te voit très bien maintenant. Là, vous me voyez très bien. Je n'étais pas, j'étais pas bien assise. D'accord. Donc, Dolores, Alors, la parole est à toi. parfait. C'est ça. Après avoir entendu la docteure Elena, je trouve qu'on a fait beaucoup de chemin depuis que moi j'ai été diagnostiquée en 1998 et je suis très contente de ça. Merci beaucoup pour avoir choisi de faire de la recherche sur cette maladie. Je vais aller assez rapidement pour juste parler brièvement de ce que moi j'ai eu. En 98, oui, j'ai commencé à avoir les pieds enflés. Ensuite, ça a été les doigts enflés. Et puis, à un moment donné, j'avais des raideurs dans le corps aussi. Donc, j'avais
certains mouvements à faire qui m'étaient difficiles de faire au bureau, alors on m'aidait. Et puis, par contre, j'ai toujours continué à taper sur mon écran d'ordinateur. Ça n'a pas arrêté. Même avec les doigts enflés, j'arrivais à faire mon travail. Et puis là, j'ai eu aussi le visage qui s'est étiré, comme disait Dr. Elena. Le visage s'étire comme ça, il devient moins élastique et le corps suit tout autant. Et puis là, je regarde d'abord souvent à droite parce que j'ai mes petites notes là. C'est ça. Euh, Là, moi, je me souviens qu'à un moment donné, pour le découvrir ce que j'avais, c'est un médecin qui m'a envoyé voir un néphrologue, qui est un médecin pour les reins. Et lui, en fait, c'est lui, après 2 visites, qui m'a dit, allez voir vers sclérodermie, on dirait qu'elle a un débalancement hormonal. Il y avait peut-être raison, je ne sais pas, mais j'ai jamais eu de ménopause. Euh, mais j'ai eu une sclérodermie. Alors, mes doigts ont été très, très, très sensibles et ils ont commencé à fléchir comme ça, là. Comme vous voyez, là, j'ai les 2 mains, les doigts sont comme ça. Maintenant, on me dit que ça arrive vraiment pas. Hein, souvent, on donne qu'est-ce qu'il faut pour ça. Moi, on m'avait donné des orthèses pour essayer de les garder droites et je me suis tannée de ça et je vivais avec ça. C'était très, très, très sensible, mes doigts au début, mais énormément. Alors, mais après, avec le temps, ça s'est arrangé. Euh, Là, euh, parce que je viens pas, on peut oublier. Ah oui, moi, ce qui m'est arrivé, en fait, dans la stérodermie systémique, on dit, j'ai pas eu d'organe interne de toucher. Cependant, j'ai fait ce qu'on appelle un estomac de melon, qui fait que je perdais du sang par l'estomac et on devait me transfuser. Et là, mes transfusions étaient de l'ordre de... J'ai été transfusée à tous les 15 jours pendant 16 mois, jusqu'à ce que mon médecin m'envoie voir un gastro-entérologue qui, lui, me dit, on va essayer de cautériser l'estomac. Je suis allée à Montréal. On a essayé une première fois, ça n'a donné rien du tout. La deuxième fois, un autre épisode avec un autre machin, ça n'a rien donné non plus. Et chanceuse, ils ont reçu une nouvelle machine et ça caractérisait très bien. J'ai eu deux, euh, 2 traitements et puis j'étais complètement correcte. L'anémie était partie. J'ai eu un autre épisode de ça quelques mois plus tard, mais en 2 traitements, c'était parti. Et là, ça a été comme ça pendant 1 an et demi. J'avais quelqu'un à la maison qui s'occupait de moi, qui s'occupait parce que mon conjoint travaillait. Et au bout d'1 an et demi, j'ai commencé à voir ma peau rendre plus molle. Tout devenait plus mou les bras. Et chez les gens, souvent, qui le remarquaient soit en m'embrassant ou en me touchant, ils me disaient, oh mon Dieu, il me semble que tes bras sont moins pires. Et ça a descendu comme ça, vraiment, 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 jusqu'à aujourd'hui. Je fais pas mal, je suis assez autonome sur à peu près tout, mais quand j'ai besoin d'aide, je demande. Je n'hésite pas. Et je ne voudrais pas vous retenir plus longtemps. Je voudrais juste vous laisser sur mes clés, les clés que moi j'appelle les clés de soit ma guérison, mon papa, ça m'a parlé de vraie guérison, mais en fait, les clés qui m'ont aidé, moi, à peut-être passer au travail ou à être 27 ans plus tard où je suis. Euh, Premièrement, j'étais bien entourée. J'avais un conjoint qui s'occupait beaucoup de moi, mes amis, j'étais très bien entourée. Ensuite, il fallait que je reconnaisse que j'avais une maladie qui m'arrivait, mais j'avais quelque chose à comprendre de ça. On dit souvent ça, on a quelque chose à comprendre, et moi, je l'ai compris. Je suis allée voir une psychologue pendant 1 an et demi, ça m'a beaucoup aidé. Et ensuite de ça, parce que j'ai compris aussi que la, la santé physique et la santé psychologique vont de pair. Les deux, c'est comme un équilibre. Pour moi, c'est très important. Euh, j'ai fait le ménage dans mes relations, ce qui était négatif pour moi. Et j'ai lâché un peu sur le perfectionnisme parce que moi, j'ai rencontré plusieurs personnes atteintes et ce qu'on me disait, elles étaient tous et toutes
perfectionnisme. Alors, j'ai laissé un peu aller certaines choses. Puis, j'ai appris aussi par d'autres personnes qui avaient déjà de la sclérodermie à prendre soin de moi et à faire les choses que j'aime. Moi, c'était la musique qui m'a beaucoup aidée parce que j'aimais beaucoup ça, la télévision ou lire un livre. Ça a été tout ce qui, ça m'a aidé vraiment, vraiment beaucoup. Et ce que je n'ai jamais fait, c'est je n'ai jamais fermé la porte de ma maison sur la maladie. J'ai toujours laissé entrer les gens. C'est sûr, sous la supervision de mon conjoint, qu'au début, il me regardait en me disant, OK, c'est assez, on peut laisser les gens partir. Puis d'autres fois, on a fait d'autres choses. On a toujours eu du monde à la maison pour soit venir juste parler et d'autres choses que de la maladie. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Puis je voudrais vous dire à tous et chacun qui écoutez, n'oubliez jamais que votre meilleur ami, c'est vous. Alors, prenez-en soin et soyez bienveillants envers vous-même. Merci beaucoup, Dolores, pour ton témoignage. Puis également, ben, pour ceux peut-être qui découvrent Sclerodem Québec à travers ce forum, je pense que c'est plus le contraire qui arrive souvent. Mais sachez là, que Sclerodem Québec, quand vous les contactez, il y a tout un réseau à l'échelle de la province qui est là pour vous porter assistance, qui est là. Vous allez trouver des groupes d'aide, puis également pour vous retrouver avec des gens qui vivent les mêmes choses que vous, puis vous aider à trouver là, les différentes ressources. Donc, est-ce que j'ai vu Dr. Netchporo qui a vraiment là, tracé au niveau des questions pendant avec plusieurs réponses là, écrites. Est-ce qu'on a d'autres questions pour la docteure ou pour Dolores, là? Il nous reste encore là, une quinzaine de minutes à ce forum patient de Scleroderm Québec. Je veux dire merci aussi à Dolores parce que, comme je dirais, moi, presque tout ce que je connais sur la sclérodermie maintenant, c'est grâce à mes patients. C'est vraiment grâce à mes patients parce que les patients comme, nous donnent des idées de recherche, nous motivent sur quels sont les enjeux réels, nous motivent à comme, essayer d'obtenir un traitement pour la microstomie, pour les rénaux, pour comme, revoir la littérature, pour essayer d'obtenir quelque chose pour vraiment aider. Et vraiment, quand j'avais présenté comme mes données de recherche sur les solvants organiques, parce que sur l'étude qu'on utilise une intelligence artificielle en ce moment, mon étudiante à PhD a été supportée par Sclerodermie Québec pour son doctorat. On voit que à peu près 60% de tous les cas de sclérodermie au Québec, sur les 12 000 patients qui ont été diagnostiqués entre 89 et 2020, ça peut être expliqué par des facteurs environnementaux que nous avons inclus dans nos 600 comme variables qu'on étudie, ce qui est quand même pas négligeable. Euh, c'est souvent les patients qui m'ont motivé à faire ça parce qu'il y a des patients qui me disent, oh, mais moi, avant que je développe la sclérodermie, j'habitais à cet endroit-là. Donc, juste comme sur la rive sud de Montréal, par exemple, où est-ce qu'on a trouvé un hotspot. Ou moi, avant que je développe la sclérodermie, je travaillais dans un labo de chimie où est-ce que j'ai été exposée à, à des solvants organiques. Par exemple. Donc, c'est des questions que souvent, c'est les patients qui ont soulevé ces questions pour que nous, ensuite, on les prend puis on essaie de les étudier. Donc, ben, on en a reçu des questions par ailleurs. Elles arrivent en bon nombre. Euh, donc, on a l'alimentation anti-inflammatoire peut-elle avoir une bonne protection pour diminuer l'évolution? Excellente question. Bien que pour la sclérodermie systémique, on ne le sait pas. En général, avoir un microbiome intestinal en santé, ça commence à être pas mal prouvé dans n'importe quelle maladie. Je dirais, il faut faire attention comme dans ces alimentations anti-inflammatoires parce que souvent, ces alimentations anti-inflammatoires, ils vont un petit peu à l'extrême, puis il faut pas être malnutri. Souvent, surtout avec la sclérodermie, on peut déjà avoir une malabsorption comme au niveau intestinal à cause de la maladie.
Mais quelques trucs que je vous suggérerais à tout le monde d'éviter parce que c'est vraiment un problème sociétal que nous avons. Premier, c'est le sirop de maïs. Et je suis sûre que là, tout le monde va dire, mais moi, je mange pas de sirop de maïs, j'achète le sirop d'érable. Le sirop d'érable, ça va, il n'y a pas de problème. Mais tous les produits canadiens et américains qu'on achète, il y a du sirop de maïs qui est utilisé au lieu du sucre. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment mauvais pour notre flore intestinale. Bien que ça n'a jamais été étudié dans sclérodermie, on sait que c'est pratiquement la cause numéro 1, 2, 3, 4, 5 d'obésité, de fibrose du foie, de diabète dans notre société et plein de problèmes. Fait que ça, je dirais, ça serait un ingrédient complètement à éviter. Et j'éviterais aussi les colorants. Si, comme des colorants comme du Allura Red, c'est interdit partout en Europe. Et ça va être interdit maintenant aux États-Unis. Canada, ça va être pratiquement un des seuls pays où est-ce que c'est pas interdit. Puis on sait que c'est toxique pour le cerveau, puis ça cause des déficits d'attention chez les enfants. Fait que ça peut pas être bon pour les patients avec la sclérodermie non plus. Fait que j'éviterai les colorants artificiels dans la nourriture pour favoriser les colorants comme naturels, genre jus de betterave, etc. Et le sirop de maïs. Pour le reste, on verra. Mais il y a quand même beaucoup d'intérêt maintenant au niveau de la sclérodermie. Il y a beaucoup plus de chercheurs au niveau mondial qui s'en attardent et on aura probablement plus de réponses à cette excellente question dans les prochains 5 ans. Donc, on demande si le Botox peut être un traitement avant l'apparition des ulcères, donc pour traiter Absolument. Absolument. Et je pense qu'il devrait. Et à mon avis, dans les lignes directrices, on devrait utiliser le Botox après les inhibiteurs des canaux calciques. Vraiment comme deuxième ligne parce que, un, c'est moins cher que les médicaments systémiques comme sildenafil, tadalafil, et c'est nettement plus efficace. Puis, au côté sécurité, c'est super sécuritaire. Il n'y a aucun effet secondaire, sauf des fois le pouce qui est un peu paresseux pour 2 semaines. That's it, that's all. Des exercices pour la bouche. Est-ce qu'il y a des exercices pour la bouche pour aider à garder une souplesse? Est-ce que ça Excellent. fonctionne? Oui, c'est très bien. Je pense que le site web Spin Canada, comme Sclérospin, c'est le Spin Network. Il y a beaucoup d'exercices qui sont dédiés aux patients comme les patients de sclérodermie. Donc, je vous invite à consulter le site web qui est gratuit et vraiment dédié aux patients. C'est le Spin Network. Je ne suis pas certaine s'il y a des exercices pour la bouche, mais si vous voulez, on peut regarder les exercices qui s'appellent le yoga facial. C'est quelque chose qui peut aider. Ça peut pas nuire. Excellent. Autre question. Est-ce que le stress peut être un facteur prédisposant à la maladie? Je pense que oui. Ça n'a pas été démontré, on n'a pas de preuves à ça, mais de façon comme anecdotique, j'ai des patients qui ont dit, mais moi, j'ai développé la sclérose systémique après un événement stresseur épouvantable, comme le décès de quelqu'un euh, proche ou une maladie de quelqu'un proche. J'ai été au congrès du Scleroderma Network, c'est un congrès des patients et c'était des patients surtout avec la sclérose systémique diffuse. Et à la table où ce que j'étais assise, j'ai une patiente qui a développé la sclérose systémique diffuse 3 mois après un accident de voiture sévère, 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 qui a complètement changé sa vie. La façon que on peut l'expliquer, c'est que ce soit comme un stress psychologique ou physique, ça peut causer une inflammation, donc une inflammation de type interféron qui cause la sclérodermie. Donc, mais c'est pas un seul facteur pour tout le monde. Donc, ça, c'est ce qui rend les investigations pour la sclérodermie aussi difficiles pour trouver la cause, parce que je pense pas qu'il y a une cause pour tout le monde. Ça serait peut-être 30, 40, 50 causes différentes, mais qui vont tous aboutir à faire la même chose, le même type d'inflammation. Mais j'ai définitivement entendu parler de ça. Je voulais aussi, avant que je réponde aux questions, j'ai mis ici un lien pour comme une étude qui n'est pas une étude que moi je fais, mais c'est une étude, c'est la chef de département de cardiologie qui le fait, puis l'étude ferme dans 18 jours. C'est une étude où est-ce que la cardiologue de McGill, elle veut trouver les causes d'inflammation cardiaque et inflammation vasculaire au niveau du cerveau. Puis on sait que dans la sclérodermie systémique, il y a vraiment énormément de fatigue et souvent on ne peut pas expliquer cette fatigue puis on pense que la fatigue, elle est due à l'inflammation.
Donc, si vous désirez faire partie de l'étude, c'est juste une visite à l'hôpital Royal Victoria au Glen à Montréal, où est-ce qu'ils vont faire une résonance magnétique du cœur, une résonance magnétique du cerveau pour regarder s'il y a une inflammation au niveau des vaisseaux sanguins du cœur et du cerveau. Puis, ils vont faire un test de tapis roulant puis une prise sanguine pour essayer de voir quelles sont les causes de la maladie vasculaire dans la population québécoise at large. Mais dernièrement, ils ont ouvert la porte aux patients atteints de maladies rares, alors que jusqu'au 1er novembre, ils étaient juste intéressés à la population générale qui n'ont pas de maladies rares en général. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, regardez. Euh, Puis nous, côté chercheurs, ça pourrait nous aider aussi à chercher les causes de cette maladie vasculaire comme le Raynaud. Mais la même chose qu'on voit au niveau des vaisseaux sanguins, on voit la même chose au niveau pulmonaire. Donc, parfait. On a des questions là, pour le lien pour l'étude. C'est dans le chat, mais on va pouvoir le remettre également là, dans le Q&A. Sinon, on a des questions. La crème, ben, il y a des questions comme plus précises. Là, Oui, vous les voyez. Peut-être je vous laisse choisir quelle parfait. question vous voulez faire en dernier. OK. Ben pour la crème, la pharmacie que je suggère, je vais vous le mettre ici, c'est LH Corps. C'est à Laval, par contre, sur Curay-la-Belle. Je trouve que c'est celle qui est la moins chère à Montréal, dans la région métropolitaine. Puis à la ville de Québec, c'est la pharmacie euh, Denis Boissinon. Je pense quelque chose comme ça. Ça, c'est ceux qui sont les moins chers. Euh, donc, pour une formation chevauchement de dermatomyosite sclérodermie, je pense que ça prendrait une séance à part, là, parce que ça serait pas quelque chose que je pourrais Mais on répondre le note, dans 10 secondes. mais on le note, ça. Merci hein, pour ces propositions. Sachez là, que nous, ça nourrit. Fait que s'il y a une demande, certainement, on reviendra pour l'adresser. Parfait. Puis j'ai mis le numéro de fax pour la clinique de fibrose, que je vais c'est ça, je vais le remettre ici aussi pour Madame Bouladier. OK. Donc, j'ai mis le numéro de fax pour la clinique. Donc, votre médecin pourrait vous référer à la clinique. Est-ce que le stress, je pense qu'on a répondu à cette question-là aussi. Oui, on y a répondu. Ben, ça fait le tour. Merci énormément pour votre générosité, Madame Netchibourik. Ça l'a été, là, parce que c'était très concret. Les questions pendant aussi. Merci aux participants, participantes. Ben, on voit pas, mais vous avez vraiment fait de cette séance quelque chose de très dynamique. Je vois là, on a comme eu près de 35 questions qui ont été répondues au travers. Si jamais vous en avez d'autres, vous avez d'autres sujets que vous voulez couvrir, ben, n'hésitez pas à en faire part là, à Scléodermie Québec. Les forums patients, c'est quelque chose qui roule depuis maintenant plusieurs années. Donc, des nouveaux sujets, là, ça fait pas peur, au contraire. Puis encore une fois, ben, merci à Scléodermie Québec là, pour la création de ça. Merci à Dolores pour ton témoignage. Et puis, ben, ce n'est pas la dernière fois que vous voyez le docteur Netchiporouk. Elle sera présente également la semaine prochaine pour le prochain forum patient qui va être sur la sclérodermie, la morphée. Donc, on se voit la semaine prochaine. Et puis, merci à toutes et à tous. Au revoir. Merci. Bonne journée.